Alors, c'est un livre, quand on commence dans ce livre, on est très vite saisi par un premier chapitre dont on reparlera parce qu'il est absolument essentiel et il forme vraiment la jeunesse de ce livre. Je pense qu'il nous guide, il nous éclaire aussi. Et en même temps, c'est un ouvrage qu'on aborde. On a l'impression d'être dans un ring, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce ring. Il faut y aller et on passe par. C'est vraiment les montagnes russes, quoi. Je pense comme ça a dû l'être pour vous. Et ma première question, en pensant à ma rencontre avec vous, et en sortant, j'ai relu vraiment beaucoup de pages pour préparer cette rencontre, et je me suis dit, mais en fait, ça me prenait toujours autant aux tripes, et je me suis dit, mais en pensant à vous, mais comment aborde-t-on l'écriture d'un tel livre ? Bonsoir. Bonsoir. C'est une question simple. En fait, moi, j'ai 69 ans et j'ai mis 69 ans à écrire ce livre. C'est-à-dire, pendant pour moi, c'est plus simple. Pour le groupe qui ne l'a pas lu, comme ça, je m'adapte. Voilà, est-ce que quelqu'un l'a lu ou pas, comme ça. Ah, d'accord. Donc je peux m'adapter à peu près. Moi, je suis jamais sorti intact d'aucun de mes romans. Pour deux raisons, je crois. La première raison, c'est que tous mes romans, ou presque, sont nés soit d'une blessure, soit d'un accident de la vie, d'un chaos. La deuxième raison aussi, c'est que quand j'écris, je ne m'amuse pas du tout. C'est-à-dire, je sors des choses qui étaient enfouies, qui étaient inquiètes. Je sors des choses qui tiennent de l'effroi. Je les mets en mots. Et ensuite, j'essaye de partager tout cela. Ce livre-là, pour moi, il est fondamental parce qu'il referme la grande histoire du Père, le grand livre du Père. C'est-à-dire depuis toujours, enfin pour ceux qui ont lu d'autres livres comme Profession du Père, donc J'avais un père fantasque est un tout petit mot, un père fou, un père violent, un père qui est mort en hôpital psychiatrique, un père qui s'inventait un métier par jour, qui rentrait dans la chambre de l'enfant que j'étais pour essayer de l'éblouir alors qu'il l'aveuglait, pour lui faire peur. Et il s'inventait des métiers, mais il n'était pas artisan ou professeur des écoles. Il était agent secret, il travaillait à la CIA, il avait été l'amant d'Edith Piaf, il avait créé les Compagnons de la chanson, il était l'un des chefs de l'OS, il y avait Charles Salan-Joulauzer et mon père, dont on parlait moins. Et à chaque fois, il entraînait son fils, il m'entraînait dans des choses qui étaient d'une violence absolue. Quand dans Profession du Père, le livre précédent, Profession du Père est axé sur le moment où mon père me dit qu'on va tuer De Gaulle, que l'OS va tuer De Gaulle. Il me fait prêter serment à l'OS, alors qu'il n'est absolument pas membre de l'OS du tout, qu'il n'a jamais été membre de rien. Prêter serment, et pendant 4 semaines, il m'entraîne pour tuer De Gaulle. Parce qu'il me dit que De Gaulle doit venir à Lyon, là où nous vivons, et je dois arriver derrière, dans son dos, hurler De Gaulle. Et là, il va se retourner, me dit mon père, il m'explique. Il me le fait jouer plusieurs fois. Donc il se retourne, il est étonné de voir un enfant avec un pistolet, qui lui dit l'OS frappe où elle veut, quand elle veut, qui elle veut. Et là, tu tires. Et il me dit, tu tires 2 fois. Et c'est important. Et je dis, mais après, qu'est-ce que je fais? Je cours. Non, tu restes là jusqu'à ce qu'il tombe. La violence de cette histoire, la violence de ce geste, la violence faite à cet enfant, et moi ensuite la violence de le retranscrire et de l'écrire, c'est quelque chose qui est bouleversant, parce que réécrire cette scène, par exemple, ou réécrire ce livre-là, me replonge dans le désarroi d'un enfant qui pense qu'il va tuer De Gaulle, qu'il va tuer... Je suis un collégien, j'ai 12 ans et demi, 13 ans, et je pense que je vais tuer un homme, et en plus De Gaulle. Et le problème, c'est que quand j'en parle autour de moi, j'en parle peu, parce que c'est un secret, je suis à l'AOS, maintenant je ne peux pas parler librement de tout ça, mais quand j'en parle autour de moi, on croit que je suis tout seul, donc on me pense fou, et on ne sait pas qu'il y a un père derrière. Donc, vivre ça, c'est d'une violence absolue, mais ensuite, décider de sortir tout ça, de mon ventre, de mon cœur, de ma tête, de mon âme, c'est le plus violent, je crois. C'est-à-dire que, brutalement, remettre tout ça en mots et le partager. Et ce livre-là, avec ce père-là, ce père qui voulait que je tue De Gaulle, ce père qui racontait tout et n'importe quoi tout le temps, et qui est mort donc sanglé sur un lit en hôpital psychiatrique à Lyon, ce père-là, moi je ne connaissais que lui dès l'instant où je suis venu au monde.
Mais qu'est-ce qu'il avait fait avant? D'où il venait avant? Qui était-il avant ce père-là? Qui était cet homme qui veut tuer De Gaulle? Qui était cet homme qui se prétend plein de choses, qui se prétend pasteur presbytérien pour des raisons que j'ignore, mais qui s'achète une toge bizarre avec une Bible, qui me tape sur la tête avec la Bible pour m'excommunier quand j'avais une mauvaise note. Enfin, moi, je vis dans une terreur totale, absolue, tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant? Et moi, ce que j'avais, j'avais en tout cas une certitude, c'est que là au moins ça pouvait être vrai. Mon père me racontait que pendant la guerre, nous étions à Lyon, donc pendant la guerre, il avait été l'ami de Jean Moulin. Non seulement quand je l'écoutais bien, maintenant avec les mots qu'il a prononcés, non seulement l'ami de Jean Moulin, mais quasiment le chef de Jean Moulin. Donc j'ai un père résistant. Je devrais venir devant vous aujourd'hui avec mon père, ce héros. Je ne l'aurais pas fait, mais en tout cas, mon père, enfant de héros. Or le problème, c'est que mon grand-père, lui, a eu une autre phrase. Mon grand-père, lui, donc son père, m'a dit un jour, parce qu'il en avait absolument assez de m'entendre raconter les exploits de mon père, c'était le jeudi à l'époque, c'était pas le mercredi pour les enfants, et donc le jeudi, j'avais droit à une pastille Vichy, mauvais signe, une pastille Vichy, et mon grand-père qui me disait ton père ment, mais ça je n'entendais pas très bien, et surtout sur la guerre, sur sa guerre, sur son héroïsme avec Jean Moulin, il m'avait dit 3 choses. La première, c'est ton père avait choisi le mauvais camp pendant la guerre, donc ça c'est pour un enfant qui est un fils de héros, c'est extrêmement difficile à entendre. J'ai vu ton père habillé en allemand, place Bellecour à Lyon, grande place de Lyon, je l'ai vu habillé en allemand. Et un jour que ma grand-mère dit à mon père, mais cesse d'embêter le petit avec ça, mon grand-père lui répond, il faut qu'il le sache, maintenant il est assez grand, c'est un enfant de salaud. Donc moi j'ai ces 2 choses qui me hantent, et qui vont me hanter longtemps, qui vont me hanter presque jusqu'à sa mort. Et ce qui est important, c'est que j'ai un doute quand même, parce que lui, mon grand-père me dit ça, mais mon père me dit que c'est faux, lui qui est un grand résistant, me répète que dans la résistance, on s'habillait en allemand pour tromper l'ennemi, donc je ne sais plus qui croire. Et quand il me demande en 87 d'assister au procès Klaus Barbie, qui a une place importante dans ce livre, quand il me demande d'assister à ce procès, j'accepte. Moi, je suis journaliste à Libération, je vais assister pour le journal Libération, et lui veut être dans le public. Alors j'ai peur, moi, parce que je sais qu'il est imprévisible, totalement imprévisible, mais en même temps, moi, je veux savoir, suis-je un enfant de héros ou de salaud? Et je suis persuadé que ce procès va me permettre, et lui permettre peut-être, de dire la vérité. Et donc pendant tout le procès, je passe mon temps, et c'est dans le livre, je passe mon temps entre Barbie, ou son avocat, parce que Barbie à un moment a disparu, il est parti, et mon père, Barbie et mon père, les victimes et mon père, et je remarque qu'il ne réagit pas comme devrait réagir le héros qu'il était. Quand les victimes viennent pleurer, il hausse les épaules, quand des torturés viennent nous parler, il sourit, et quand Jacques Vergès vient parler de son client qui est innocent d'à peu près tout, il se rengorge. Et là je me dis c'est bizarre parce que l'ami de Moulin ne pourrait pas être comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe, le procès Barbie se déroule, et puis moi je vis à Lyon, puis enfin, je travaille à Lyon à ce moment-là pour Libération, je rentre à Paris, j'ai ma vie, il a sa vie, et je crois que je vais mourir comme ça, enfin qu'il va, pardon, c'est joli, je crois qu'il va mourir comme ça, sans parler, sans dire, sans rien avouer du tout. Et la fin de sa vie, et c'est pour ça que ce livre pour moi a été d'une douleur absolue, c'est que à la fin de sa vie, il m'annonce qu'en fait, il m'a menti. Et là, je me sens libéré, pas totalement, mais très libéré, parce que tout d'un coup, j'ai un père qui va dire la vérité, et qui me dit qu'il va dire la vérité, et qui me regarde en face, et qui pleure, en me disant, écoute, tu peux me juger, tu peux me condamner si tu veux, je veux simplement que tu saches qui était ton père, avant que je m'en aille. Et je veux que, voilà, je veux plus vivre dans le mensonge. Déjà, pour moi, c'est extraordinaire, parce qu'il a vécu que dans le mensonge. Il me dit, voilà, j'étais résistant, oui, mais je résistais contre le communisme. En 43-44, tu vois ce que ça veut dire, me dit-il. Oui, je vois évidemment ce que ça veut dire. Et il me dit, en fait, j'étais dans les divisions Charlemagne. J'étais dans les Waffen-SS et je suis allé juste à Berlin. J'étais en Biélorussie, en Russie, et je me suis replié jusqu'à Berlin et j'ai été, me dit-il, en mai 45, l'un des derniers à défendre le bunker de Hitler. Là, moi, je suis saisi parce que je passe d'enfant de héros à enfant de je ne sais plus qui, tout d'un coup, je me retrouve enfant de Waffen-SS. Mais moi, c'est pas ça qui me frappe. Ce qui me frappe, c'est que, voilà, enfin, il a dit la vérité. J'ai en face de moi un père qui, quoi qu'il ait fait, et qui qu'il soit,
me dit la vérité, et je suis prêt à entendre, je suis prêt à accepter que oui, mon père était Waffen-SS, était à Berlin, dans les ruines de Berlin, il s'en est sauvé, il s'en est tiré, et ça me va. Pas qu'il ait fait ça, mais ce qui me va, c'est qu'enfin, devant son fils, il lui parle et qu'il dise la vérité à son fils. Et il meurt en 2014. Et j'aurais pu en rester là. Mais voilà que mon frère, et on en vient au livre très très vite, je vous rassure, on en vient au livre très très vite, c'est que début du confinement, j'ai mon frère qui est à Lyon au téléphone, et qui me dit, parce qu'il appelle ça des vieilleries. Les vieilleries, c'est des photos de famille, c'est des lettres. Il jette tout, il brûle tout. Et là, il me dit, écoute, là, j'allais brûler des choses, mais peut-être que ça t'intéresse. Et je lui demande ce que c'est. Il me dit, voilà, c'est 2 documents qui appartenaient à papa, donc mort. Il dit, voilà, le premier, c'est un extrait de casier judiciaire de notre père. Donc évidemment, ça me touche au plus haut point. Et le deuxième, c'est sa feuille de sortie de prison, avec ce qu'il a touché comme petit pécule, etc. Et donc, il m'envoie tout ça, et moi, je me retrouve avec 2 documents qui me disent qu'en 45, en mai 45, mon père n'était pas dans les ruines de Berlin, mais il était en prison à Los-les-Lilles, dans le nord de la France. Et là, tout d'un coup, je réagis que sur son lit de mort, il a encore menti. Je ne pouvais pas croire qu'il avait menti, parce que qui pour se targuer, ou qui pour s'honorer d'avoir été dans la Waffen-SS à Berlin? Qui pour me dire, comme si c'était une merveille, voilà, une fierté, j'ai été dans les Waffen-SS. Donc moi je crois, ce qu'il me dit là, je crois qu'enfin c'est la vérité. Je m'aperçois avec ce dossier, avec ces 2 documents, que c'est faux. Et là je fais vite une enquête très vite, ça va très très vite en fait. Les archives départementales du Nord, parce qu'il a été condamné par la Cour de justice de Lille, et là j'ai la directrice des archives, une femme admirable, qui sent ma détresse quand même au bout du fil, et je lui dis, est-ce qu'il y a un dossier au nom de Jean Chalandon, mon père? Et elle me rappelle en disant, bah oui, il y a un dossier. Et effectivement, il y a un dossier, et j'apprends donc qu'il a été condamné à 1 an de prison, et 5 mois d'indemnité nationale. 1 an, je trouve pas ça beaucoup. Et 5 ans, pardon, d'indemnité nationale, je trouve pas ça beaucoup non plus. Et tout d'un coup, j'ai une angoisse folle, c'est qu'en fait, il a été un dénonciateur. Il dénonçait des juifs, il dénonçait des partisans, il dénonçait des braves gens, des patriotes. Et j'ai cette angoisse qui me... Et j'ai le dossier. Elle me fait parvenir le dossier, parce que nous sommes en confinement, et elle a l'extrême gentillesse, une courtoisie infinie de faire numériser la totalité du dossier, de me l'envoyer. Et là, je suis membre de la presse judiciaire depuis 1976, et donc je traite ce dossier judiciaire comme un dossier judiciaire. Je le mets en ordre par date d'interrogatoire, etc. Et je dois vous dire une chose quand même qui est importante, c'est que là, voilà, j'ai enfin la vérité sur mon père. Mon père aurait été un petit Lacombe-Lucien, aurait été un petit gestapiste français, police allemande. Je n'aurais pas fait de livre, ça ne m'intéresse pas. Mon père aurait été un petit milicien français, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas faire un livre sur un autre milicien français. Mais brusquement, moi ce que j'ai, ce sont des preuves irréfutables. C'est la police, la justice, c'est la gendarmerie française. Je lis l'histoire d'un gamin qui, de 18 ans à 22 ans, portait 5 uniformes différents pendant la guerre. Il n'a pas fait la guerre, il a joué à la guerre. Et là, tout d'un coup, je sens que, oui, il y a un livre à faire, oui, il y a un roman à faire, mais ce roman ne sera pas « Mon père a fait ci », c'est le roman d'un homme désorienté, je suis désorienté, vis-à-vis de ce que mon père a fait, et surtout, je lis tout ce qu'il a fait comme si j'étais son père. Et 69 ans, dans les dossiers, il en a 20, et brusquement, je me retrouve comme un père face à un enfant qui nous joue, qui joue à son pays, à sa patrie, à sa famille, un sale tour, une sale farce. Et je me dis, voilà, je fais quoi de ça? Encore une fois, qu'est-ce que je fais de ça? Le procès Barbie, j'ai assisté avec lui dans la salle. Ça me tombe dessus, vraiment, ça me tombe dessus comme un nuage noir, comme un voile, qui me recouvre totalement. La seule chose, je ne veux pas faire une biographie de mon père, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si je fais coïncider la découverte du dossier avec le procès Barbie, si le jour du procès Barbie, en mai 1987, j'avais pu entrer dans la cour d'assises de Lyon avec mon père d'un côté
et son dossier sous le bras, là ça m'intéresse. Parce que, et là nous entrons effectivement en fiction. Je vais enfin, grâce à la littérature, grâce à la fiction, grâce au roman, je vais pouvoir le confronter, je vais pouvoir lui dire, papa, je sais. Et c'est bouleversant pour moi. Donc la difficulté à écrire ce livre-là, c'est que d'abord il a fallu l'écrire, d'abord il a fallu découvrir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fut, parce que qu'à quelques semaines d'intervalle, il porte l'uniforme allemand, effectivement, du NSKK, des transports allemands dans Lyon. La justice ne s'intéresse pas au fait qu'il était au NSKK aussi en Pologne en 1943. Ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse la police française, c'est pas la Shoah, c'est pas l'extermination des Juifs de France, c'est qu'est-ce que ce garçon a fait en France, pas à l'extérieur. Même le fait qu'il ait été habillé en allemand ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est qu'il a rejoint la Légion tricolore, qui était une légion pétainiste. Ça intéresse les Français. Donc moi, je me retrouve avec tout ça, et je décide donc, et c'est là que ça va être difficile. Ça, c'est difficile à lire, mais ce qui va être difficile à faire, c'est de me mettre dans la peau du jeune homme, si je puis dire, de 35 ans au procès Barbie, qui a le dossier, et qui va confronter son père, et qui va l'affronter, et qui va lui dire, papa, je sais. Et ça a été le plus difficile à écrire, parce que je l'ai écrit exactement comme ce serait passé, je crois. C'est-à-dire que la violence du père face à son fils, qui sait, est une violence destructrice pour les deux. Lui disant, je sais, je cours le risque de nous perdre tous les deux. Lui disant, je sais, je cours le risque de le déstructurer totalement jusqu'à la folie absolue, folie qui l'étreint déjà. Lui disant, je sais, je fais courir un risque à ma mère, je fais courir un risque à lui, je me fais courir un risque à moi, mais en tout cas, moi, je ne peux pas le laisser partir sans lui dire que je sais. Et donc ce roman, la littérature parfois, un roman, peut permettre de faire lever un mort, relever, et pas lui demander des comptes, je ne lui demande pas de comptes, je ne le juge pas non plus, mais lui dire, voilà papa, je sais. Donc l'introduction était longue, je m'en excuse, mais voilà, maintenant je pense que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, la question suivante, c'est après ce dévoilement, parce que c'en est un et qui permet de mettre en lumière aussi le roman qui est donc magnifique, et je comprends, et on comprendra tous le tour de force que ça, de ce roman, c'est le fait que vous ayez, pourquoi c'est ma première question maintenant, c'est dans ces cas-là, à la lumière de ce que vous venez de nous dire, c'est Isieux. Alors, quelle est la symbolique d'Isieux? Vous avez été à Isieux? Oui. Non, il y a... Non, mais j'entends. Il n'y a pas de symbolique d'Isieux pour moi. Et surtout, attendez, juste un mot, j'ai écrit tout ça avant que des gens se promènent avec des étoiles jaunes dans la rue en disant qu'ils sont contre les vaccins. Hein. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre, ça n'existait pas. Maintenant, si je l'écrivais, ça serait peut-être un peu différent. Mais il n'y a pas de symbolique d'Isieux. Moi, je voulais retourner à Isieux. Il y a des endroits de ma vie où j'ai toujours souhaité retourner, c'est-à-dire y retourner, c'est-à-dire revivre ce que j'ai vécu. Je suis allé dans la maison d'Isieux avant le procès, lorsqu'elle était encore... La maison d'Isieux en 87 ressemblait à la maison que la Gestapo venait de quitter. C'était la même. Aujourd'hui, c'est un musée, ça a été racheté, c'est tout propre, etc. Mais là, il y avait leur pupitre aux enfants. Il y avait les photos de chats, de chiens, de petites vaches qu'ils avaient collées sur les murs. Ils étaient là, les enfants. Ils étaient là. Et moi, je voulais, avant le procès Barbie, avant qu'on parle des enfants d'Isieux dans une cour, devant une cour, dans une salle d'audience avec tous les décorums, etc. Moi, je voulais, parce que je le fais toujours ça, moi, je voulais toucher la pierre de la fontaine dans laquelle ils se baignaient lorsqu'il faisait chaud. Moi, je voulais monter l'escalier qu'ils montaient, qu'ils ont redescendu en courant avec la Gestapo qui les poussait comme ça, qui les faisait tomber. Moi, je voulais m'imprégner des enfants d'Isieux pour aborder le procès Barbie de façon moins judiciaire. Mais je veux dire que ces enfants, quand je suis allé à la maison d'Isieux, j'avais leur prénom, j'avais leur nom, j'avais leur âge, et j'ai retrouvé, ça c'est une chose qui pour moi me bouleverseront tout le temps. Il y avait des enfants, l'un qui avait écrit sur une poutre qu'il aimait l'autre, un garçon et une fille, avec un piqueur, 1943. Donc moi, toutes ces choses-là, je veux m'en imprégner absolument. Pour que quand le procès s'ouvre, j'ai Isieux au cœur. Que Isieux ne soit pas juste 44, un chiffre, qu'est-ce que c'est 44?
Je veux les visages des enfants, je veux la poussière sur les meubles, je veux la lumière qui peine à rentrer dans les volets clos, je veux tout ça. Et quand j'écris ce livre-là, je dis, c'est pour moi, le père, mon père, ce qu'il a fait, me donne le moyen de retourner à Isieux, me donne le moyen de retourner au procès Klaus Barbie, me donne le moyen de reparler des victimes, des martyrs, me donne le moyen de reparler des déportés, me donne le moyen, parce que ces voix, elles se sont tues maintenant. Tous les gens qui étaient en 87 sont tous morts. Déjà, au procès, c'était les derniers échos. Les gens venaient, même des femmes, des hommes qui n'avaient pas parlé jamais, et qui tout d'un coup se retrouvaient devant la justice française pour leur dire, ben voilà ce que j'ai vécu. Et ça, à un moment où déjà, en 87, mais déjà avant, il y a une mise en doute de ce que vous avez vécu, à Auschwitz, c'était les poux, le typhus, etc. Pour moi, c'était absolument fondamental. Et là, eh bien, grâce, ou à cause, mais grâce à ce père, grâce à ce dossier, je me suis dit, on va y retourner ensemble. Et pour moi, ce roman, c'est aussi remettre en lumière tout ce qu'on a oublié. Combien étaient les enfants d'Isieux? Demandez ça dans la rue, même les enfants d'Isieux. Et Barbie. J'ai deux filles petites, une de 17 et une de 12. Barbie, c'est une poupée. Et pour moi, là, ce roman-là, c'était aussi un moment... C'est comme si je confrontais mon père, parce qu'il a été confronté au procès. À Isieux, c'est le seul moment de tout le procès où il s'est tué. Où là, je ne craignais pas qu'il se lève, qu'il fasse l'imbécile, parce qu'il était prêt à n'importe quoi. Isieux, c'était un moment tel quand Serge Klarsfeld, l'avocat, il n'a pas plaidé, l'avocat. D'autres ont été insupportables. Des avocats, ce qu'on appelle des avocats d'intérêt général, qui venaient comme ça déclamer. J'ai l'honneur et l'avantage de déposer devant vous aujourd'hui, de plaider au nom de l'association française de l'action des résistants, etc. Et c'était atroce, c'est-à-dire que c'était des sous-préfets au champ, c'était des petits bonhommes tout boursouflés de la conscience. Je suis au procès Barbie, je suis au procès Barbie. Et à côté de ça, il y avait les beaux avocats, parce qu'il y avait les vraies victimes, qui n'étaient pas là pour nous faire refaire le procès de Hitler, non, qui venaient nous parler de gens qui avaient souffert et qui étaient morts à cause de Barbie. Et Isieux, pour moi, ces enfants-là, c'était le plus violent de ce procès, parce que Klarsfeld, il n'a pas plaidé. Klarsfeld, il a simplement lu, c'est très long, 44 noms d'enfants, avec les âges, 4 ans, 6 ans, 3 ans. Et Jojo qui tient la main de sa sœur, parce qu'elle a peur lorsqu'elle s'endort. Et qui a lu en plus des petites lettres d'enfants. Cher papa, chère maman, avant évidemment. Cher papa, chère maman, ici nous sommes très bien, à la colonie. On apprend bien en classe, parce qu'ils avaient fait une classe au premier étage, on apprend bien en classe, et on essaie de bien travailler pour qu'un jour vous soyez fiers de nous. Ça pour moi, je voulais que ça ressorte. Et si ça peut ressortir grâce à ce père, si ça peut ressortir grâce à cette histoire qui me hante encore, et ben c'était le moment. Donc, ce qui est roman dans ce livre-là, c'est le choc des dates. Je n'ai pas eu, et d'ailleurs c'est la dernière page où je dis quand mon père est mort, quand Barbie est mort, et quand j'ai eu ces documents en main, mais si je pouvais à un moment donné voir mon père me retourner dans la réalité ou dans la fiction pour lui demander « Et Isieux, papa, tu as été un rouage de la machine de guerre nazie à un moment, c'est comme ça, Isieux, t'en penses quoi ? Et ces gens qui ont été torturés, tu en penses quoi? J'ai pu le faire, mais il rebondissait tout le temps, monsieur Bidon, il raconte n'importe quoi. Mais là, j'aurais eu ce dossier, il serait allé en disant « je sais tout ». Et ce « je sais tout », c'est le roman « À un père mort ». Dans ce livre, beaucoup de choses sont traversées, mais ce qui m'a beaucoup troublée, c'est, je n'avais pas fait vous allez me dire peut-être que je me trompe, à la deuxième lecture, c'est que quand on est au procès Barbie, il y a en fait Barbie qui se dérobe assez vite. Il ne veut pas affronter. Il dit s'appeler Klaus Altmann et d'avoir rien à voir avec ce Barbie qu'on juge en France. Et quelque part, Barbie se dérobe comme votre père se dérobe. Et c'est extrêmement violent, ça.
quelque chose qui en fait est constant en fait. Votre père tout au long de votre livre n'arrête pas effectivement de se dérober à la vérité, il ne veut pas de la vérité comme Klaus Barbie. Cette lecture à l'époque, quand vous étiez au procès Barbie, vous venez de nous le dire, vous en aviez une conscience aiguë déjà? Non, parce que dans un coin de ma tête, je gardais le résistant quand même. C'est-à-dire que mon grand-père, un peu sénile, qui dit qu'il a vu habillé en allemand, tout ça, et donc il ne m'a pas encore dit qu'il était dans les Waffen-SS, c'est-à-dire que 87, c'est le moment où il est encore résistant, ami de Jean Moulin, etc. Donc non, j'ai pas ça en tête. Moi, quand il vient avec une canne, alors qu'il ne s'appuie jamais sur une canne, quand il achète une canne exprès pour venir, et qu'il se met une fausse légion d'honneur, et qu'il écrit un truc, siège réservé, et qu'il le met sur sa siège, alors que, et qu'il vient avec un écritoire, présidence de la République française, et encore une fois il joue, et qu'il est là comme ça, je ne suis pas du tout en train de... Enfin, je me dis, c'est un faussaire qui est là, mais je n'ai pas ça en tête, c'est-à-dire que je crois que simplement, j'espère que le faussaire va craquer à un moment donné. J'espère qu'il va craquer. J'espère qu'un jour, il viendra sans sa canne, sans sa fausse légion d'honneur, qu'il a acheté 3 francs 6 sous, je ne sais où, et qu'il relevait toujours quand on croisait un policier, parce que c'est évidemment interdit. Et quand je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je ne veux pas faire honte à ces gamins qui, eux, ne l'ont pas. Donc il avait toujours une réponse à tout le temps. Mais, encore une fois, le bonheur, alors pour une fois, le bonheur d'écrire ce livre, pour moi, au-delà de la difficulté, c'était que j'allais le confronter. J'allais le confronter, c'est-à-dire que moi, maintenant, quand j'en parle, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. C'est-à-dire, la force et la violence de la confrontation entre le père et le fils sont telles que des fois, j'ai des doutes. Des fois, je me dis, mais non, ça n'a pas pu avoir lieu, parce qu'il est mort en 2014. Mais j'ai des doutes. Par exemple, sans tout raconter, mais quand à la fin, il casse tout dans la maison de ma mère. En fait, il a tout cassé dans la maison de ma mère, et c'est pour ça qu'il a été interné, qu'on l'a fait interner. Mais toutes ces scènes sont réelles, sauf qu'elles sont légèrement décalées dans le temps. Voilà. Vous avez une phrase que j'ai enlevée parce que, en fait, du coup, moi aussi, vous me troublez parce que je ne sais plus dans quel ordre se sont fait les choses. Mais vous dites, page 75, je me suis demandé si un fils de traître avait le droit de témoigner des voies les plus immenses de notre temps. Oui. Là, ça, c'est une phrase que vous êtes posée quand? Je me suis posé cette question dès l'instant où mon grand-père m'a dit « tu es un enfant de salaud » et ton père a été habillé en allemand. Moi, j'ai été un militant de gauche, et quand on chantait dans la rue, quand on chantait le chant des partisans, des fois, je me sentais imposteur, parce que je me disais « mais si, par hasard, le garçon qui chante ça, si son père a fait ça ». Et ce sentiment de... c'est-à-dire, même si je ne savais rien, mais je soupçonnais tellement de choses qui étaient moches et qui étaient à l'inverse. Et donc, je sais que dans des réunions, on parlait de la résistance, de la déportation, etc. Moi, je ne disais rien, parce que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce qu'il avait fait. Et donc, je gardais toujours une attitude prudente, alors que je remets en scène ici, une attitude prudente, parce que ma légitimité, enfin, je veux dire, j'avais plein d'amis qui avaient été fils de maquisards dans le Vercors. Mon meilleur ami, Alain Frilet, qui est comme mon frère, son père était le chef du réseau Vengeance, qui est un réseau de partisans qui ont été exterminés, etc. Eux parlaient de la résistance. Et moi, même si je ne savais pas, parce que je ne savais pas, et parce que j'avais peur, parce que je me doutais peut-être, parce que je craignais que, etc., je restais toujours muet là-dessus, parce que je me disais peut-être que j'ai été sali par ce qu'il a fait, sans le savoir. Mais dans le livre, comme je le sais, maintenant, je peux en débattre avec moi-même et avec lui. Ce sentiment d'incertitude, c'est quelque chose que vous évoquez beaucoup aussi, c'est le fait, je ne reprends pas vos mots, que je ne retrouve pas tout de suite, mais c'est le fait que tu aies fait ça ou ça n'a pas d'importance, mais c'est que tu ne m'aies pas dit. En fait, c'est la trahison par le mensonge, c'est même pas le mensonge, enfin oui, il y a du mensonge, mais c'est du mensonge. Non, c'est du mensonge, c'est-à-dire que personne, et surtout pas moi,
Moi, j'ai été donc correspondant de guerre pendant 23 ans. J'étais au Liban, j'ai fait toute la guerre Iran-Irak du côté irakien. Pendant la guerre du Golfe, j'étais à Bagdad sous nos bombes, j'étais en Somalie, j'étais en Afghanistan, j'étais en Irlande. J'ai vu tous les combattants. J'ai vu les traîtres, j'ai vu les héros, j'ai vu les simples gens, j'ai vu... jamais je me permettrais de juger quelqu'un sur un conflit. C'est-à-dire que c'est tellement simple, en paix, ça c'est ce que je supporte pas. En paix, quand quelqu'un me dit « oh, moi je pense qu'en 43, je pense que j'aurais été résistant ». Et chaque fois, je me dis « mais petit bonhomme, mais qu'est-ce que tu en sais ?» Et ça, donc, je ne juge pas. Lui, je ne le juge pas, d'autant plus que c'est plus compliqué que ça en avait l'air, parce que j'ai eu peur d'avoir un père simplement collabo, et je me retrouve avec un père qui, quelques semaines après avoir porté l'uniforme allemand, quelques semaines, était dans un maquis du Nord, et s'est avéré, avec l'écusson bleu, blanc, rouge sur la France, un maquis FTP en plus, pour quelqu'un qui était à Berlin en train de lutter contre le bolchevisme. Je trouve que... Et les Américains qui l'ont arrêté ont trouvé sur lui une carte des jeunesses communistes où il avait adhéré avant-guerre. Papa, je te reçois plus du tout. Et c'est... Et ce sentiment qu'il s'échappe tout le temps, c'est-à-dire qu'il échappe. En fait, moi, j'ai souvent cette idée, et elle me revient de plus en plus souvent, c'est un petit animal, en fait. C'est un petit animal. D'abord, je ne pense pas que ça soit un homme, je pense que c'est un enfant. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à lui en vouloir. Et cet enfant, il a joué à la guerre, comme on joue aux cow-boys et aux Indiens, dans un préau. Je ne sais pas ce qu'il a attiré, parce que pourquoi est-ce qu'il déserte de la résistance française? Pourquoi est-ce qu'il déserte d'un maquis, alors que les Américains sont à nos portes, que la guerre est gagnée? Ça y est, pourquoi il s'en va encore? Il suffit qu'il reste là comme d'autres. Il y avait tellement de bras qui ont eu le brassard FFI en 1944 à la fin, qu'il aurait pu être l'un de ceux-là, se fondre dans la foule des vainqueurs. Mais au contraire, il a été rejoindre la foule des vaincus, les Allemands. Donc ça, moi, je ne lui en veux pas. Mais là où je lui en veux, et c'est vrai, et c'est ça pour moi, un salaud. Un salaud, c'est pas un jeune Français qui a porté l'uniforme allemand puis qui s'est rendu à la résistance en disant « j'ai fait une connerie ». C'est exactement ce qu'il a fait. J'ai fait une connerie, j'aimerais vous rejoindre. Et il fait des miracles. C'est-à-dire que son chef de corps dans la résistance dit quand même que mon père, avec 20 gars, ils ont attaqué 60 parachutistes allemands en retraite, des paras, ils ont fait le coup de feu, ils en ont tué, etc. Donc c'est... Moi, ce qui ne va pas, c'est pas ça. Moi, ce qui ne va pas, c'est le menteur. Ce qui ne va pas, c'est qu'il ne me dit pas ça. Ce qui ne va pas, c'est qu'il ne me raconte pas. Ce qui ne va pas, c'est que sur son lit de mort encore, il s'invente quelque chose. Moi, un père qui aime un fils ou une fille, c'est quoi? Ou une mère? C'est celui qui lui dit la vérité. Aimer, c'est dire la vérité. Donc, alors, après, je garde toujours en tête la folie. Toujours en tête l'élément folie, maladie, toujours je l'ai en tête. Mais quand même, moi je suis un enfant. Moi, parce qu'autrement, on peut dire Barbie, c'est bien beau, mais est-ce que Barbie n'était pas battue lorsqu'elle était petite? Je m'en fiche. Il y a un moment donné où ça ne m'intéresse plus. Moi, ce que je vois, c'est Barbie dans le box, et je ne cherche pas à me dire peut-être que sa grand-mère a été méchante avec lui. Ça ne m'intéresse plus. Ben, mon père, c'est la même chose. Moi, là où je lui en veux, et ce dont je lui en veux, c'est qu'il porte 5 uniformes pendant la guerre. 5. Mais lui, le costume du papa, jamais. C'est-à-dire que moi, j'aurais tellement aimé avoir un père, c'est l'image qui me vient comme ça, de temps en temps, un père en pantalon de pyjama, je le vois, pantalon de pyjama rayé, avec des mules en cuir, ces mules en cuir qui traînent sur le parquet, un Marcel, il s'assied au bord de mon lit et il me dit la vérité. Et au lieu de me raconter qu'il était à Zioutkot, au lieu de me raconter qu'il était sur la plage, au lieu de me dire qu'il était l'un des derniers à quitter Dien Bien Phu, au lieu de me dire qu'il était l'un des chefs de l'OAS, etc., juste qu'il me dise, tu sais quoi mon fils, ben, je vais te dire la vérité. Mais qu'il me raconte ça. C'est-à-dire que moi, j'aurais été bouche bée devant un père. D'accord, il se trompe. D'accord, il déserte, il rejoint l'armée de l'armistice, il connaît, il est sous les ordres à un moment donné dans l'armée de l'armistice de l'âtre de Tassini. Ensuite, encore une fois, il déserte, et puis il rentre dans l'armée allemande, puis il déserte, il rejoint les partisans, il déserte. Mais juste ça, mais qu'ils me disent ça. Non, j'étais dans les ruines de Berlin avec mes amis morts, je les prenais dans mes bras, ils me disaient, Jean, n'oublie jamais notre visage. Pourquoi il fait ça? Et c'est ça, le salaud pour moi. Celui qui s'est dérobé à son rôle de père. Celui qui s'est dérobé à son rôle de père, celui qui a menti à son fils, celui qui ne lui a rien légué.
Quel héritage j'ai, moi, d'un père qui ment? Quel héritage j'ai d'un père qui s'invente... Enfin, qu'est-ce que c'est que la vérité? On ne m'a pas offert la vérité en partage, en héritage. En plus, parce qu'on en parle peu, et j'en parle un petit peu là, mais plus dans un livre précédent, mais la mère est où? Eh bien, la mère, c'est une femme qui est dans l'obscurité, et quand j'ai peur, quand mon père me dit que je vais tuer De Gaulle, j'ai juste besoin qu'elle s'approche de moi, la nuit, quand il dort, qu'elle se penche sur mon lit en me disant « Ne t'inquiète pas, tout ça est faux. » Juste ça. Mais qu'elle me dise « Oh, moi, tu sais, j'y connais rien, la politique, c'est pas possible. Maman, j'ai peur de tuer De Gaulle. Au passage, il faut que tu vois ça avec ton père, la politique. » Alors qu'elle sait que c'est faux, alors qu'elle ne le croit pas. Mais c'est une femme qui est soumise, qui est battue, qui est martyre, et qui n'a même plus en elle le courage de défendre son enfant. C'est bouleversant. Moi, je trouve ça bouleversant. Et le salaud, il est là. Le salaud, c'est celui qui terrorise sa mère, sa femme, son fils, celui qui ment à tous, celui qui, jusqu'à son lit de mort, n'a pas le moment de dire mais c'est tellement beau de dire la vérité, tellement simple. Le salaud, il est là. C'est pas celui qui a eu des bottes trop grandes et un casque trop lourd pour sa taille et pour son âge. Vous dédicacez votre livre à Martine Boutan, mon éditrice, qui m'a accompagnée depuis 2005 de roman en roman sur la route éprouvante qui menait à mon père, le premier de mes traîtres. Et bien sûr, cela fait écho aussi à un roman qui a été très important dans votre vie, qui est Mon traître. Oui. Et quelle histoire? Vous allez dire, je t'ai environné de traîtres. Non, mais en même temps, je crois qu'il y a des gens très bien aussi qui ont été trahis, notamment un qui a dit à son traître, fais ce que tu as à faire et fais-le vite. On ne va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, j'ai mis du temps à comprendre que mon père avait été mon premier traître. Pour moi, mon premier traître, ça a été l'Irlandais, Dennis Donaldson, que j'ai appelé Tyrone Meehan dans mes romans. Donc un combattant irlandais qui, pendant 20 ans, c'était vraiment comme mon frère. C'était mon frère. C'est lui qui m'a expliqué pendant 20 ans le pourquoi du combat des Irlandais, c'est cette phrase qui disait « Dieu nous a fait catholiques, le fusil nous a fait égaux ». Voilà, c'est une phrase qu'on peut refuser, enfin c'était sa phrase. Dans un pays et dans une ville où des curés cachaient des armes dans des presbytères, parce que nous étions, en Irlande à ce moment-là, nous étions des catholiques des catacombes, et non pas des chrétiens des catacombes, parce qu'on craignait pour notre vie, parce que voilà. Et l'homme le plus magique de toute cette petite assemblée, de cette grande assemblée, père magnifique, ami formidable, en fait c'était un traître qui travaillait pour les services de renseignement britannique, pour la police britannique, pour la police irlandaise, et ça faisait 20 ans qu'il trahissait, et surtout ça faisait 20 ans que lorsque j'étais avec lui, tout seul, c'est ça qui me bouleverse, c'est pour ça que ça me bouleverse comme mon père, tout seul, dans un pub, un soir, dans la rue, il me disait, tu sais, je crois qu'il y a un traître dans notre rang. Et ça, c'est le plus bouleversant, parce que je lui disais, mais non, tu crois... Ils disent, il y a trop de coïncidences en ce moment, il y a trop d'arrestations. C'était lui. Et ça, pour moi, avec le recul, après, je trouve ça monstrueux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la folie, il n'y a pas que le mensonge, il y a une perversion qui est épouvantable. Mais j'ai cru que Denis, c'était mon premier traître. Et en écrivant ce livre-là, je me suis dit, mais finalement non, Denis, c'était une petite réplique irlandaise de la grande trahison, du grand socle de la trahison, qui fut mon socle de vie. Et ce qui est bien, c'est que ni Denis ne m'a pas fait renoncer à l'Irlande, il ne m'a pas fait haïr ou détester l'Irlande. Mon père ne m'a pas fait haïr, si tout d'ailleurs, mais lui c'est encore autre chose. Mais les deux ont cassé quelque chose en moi qui est fondamental, c'est la confiance. Voilà, ils ont brisé, je n'ai plus confiance. Ça c'est quelque chose, je ne m'en relèverai pas, je n'ai pas confiance. Je n'ai plus confiance. C'est-à-dire que Grasset me dit que je suis là à la procure ce soir. Je me dis, ça pourrait être une blague, pour rigoler, quoi, comme ça. Et puis le mec du Canard enchaîné à la procure qui présente Enfant de salaud. Voilà, c'est drôle. Et puis j'arrive ici, puis vous n'êtes pas au courant, et je me dis, ah mais non, ils n'ont pas fait ça. Mais je trouverais presque ça normal que lorsque vous m'accueillez, donc c'est vrai, évidemment c'est excessif ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous avec un ami, il ne vient pas, ça me semble presque naturel. Ça me semble presque naturel. Et s'il vient, c'est une bonne surprise. Donc ils ont tous les deux, mon père, Denis, et puis d'autres traits périphériques, ils ont en fait cassé la confiance
que j'avais dans les hommes et dans moi. Mais vos livres ne vous trahissent pas? Pas encore. Je pense pas. Non, 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 ils ne me trahissent pas, mais un livre, c'est quelque chose qui s'écrit, qui se pose, et puis après, il faut réaffronter la rue, la vie, c'est extrêmement difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fini. Voilà, ça y est, je ne reviendrai plus sur le père, jamais. J'en ai fini avec le père. Et c'est, à la fois, c'est formidable, parce que c'est pas que je me sens plus léger, mais en tout cas, je n'ai plus d'interrogation. Qu'est-ce que faisait mon père pendant la guerre? Je sais. Qu'est-ce qu'il faisait de mon temps? Je sais. Comment il est mort? Je sais. En hôpital psychiatrique, il meurt, donc ce sont ces dernières paroles que les médecins m'ont rapportées. Vous avez le droit de rire. Il a les yeux clos, comme ça, puis il a un petit mouvement, il ouvre les yeux, et il dit de façon assez distinctive, c'est-à-dire qu'une infirmière se penche vers lui, et il dit « De Gaulle n'est pas là, quel con », et il meurt. Je trouve que c'est immense. Il n'y a pas de public, il n'y a personne, il y a juste une infirmière, un médecin et lui. De Gaulle n'est pas là, quel con, il meurt. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il est dans un piège de mensonges, de dissimulation. Et je commence tout doucement, peut-être grâce à ce livre, à faire... Des gens me disent souvent dans les assemblées, mais enfin, vous devez lui pardonner, il était fou. C'est vrai, il était fou. En même temps, le mal qu'il a pu faire était d'une telle violence, que des fois j'ai du mal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la folie, il y avait des choses d'une perversion absolue dans les rapports, dans la domination, dans son côté minotaure, comme ça, qui nous empêchait de... C'est une secte, en fait. C'est une petite secte. Moi, j'étais l'enfant de la secte, et lui était une sorte de gourou, et on ne pouvait pas sortir de ce labyrinthe. Donc oui, il était fou, c'est vrai, oui, je le reconnais, c'est vrai, mais j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il était que fou. Vous voulez une petite anecdote comme ça, je sais pas. Mais pour moi, c'est une image qui m'est revenue il n'y a pas longtemps et qui me marque énormément. Je suis de Lyon, il n'y a pas de Lyonnais, non? Il faut bien qu'il y en ait d'ailleurs aussi. Et à Lyon, il y a un journal qui s'appelle Le Progrès. Et j'étais tout petit, je devais avoir, je sais pas, 14 ans, 12 ans, 13 ans. C'était à peu près l'époque de Gaulle. Et dans Le Progrès, il y avait une petite vignette en noir et blanc qu'il fallait colorier. Et si le coloriage était beau, Le Progrès offrait deux places de cinéma. Il y avait dans les deux cinémas de Lyon, de mon quartier, il y avait les cigales et la fourmi qui se défacent comme ça. Et c'était, je me souviens très bien, c'était un chevalier. Et je colorie le chevalier, donc il fallait le colorier et l'envoyer au Progrès. Et là, mon père me regarde en train de colorier, il me dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» J'explique, il me dit « Mais qu'est-ce que tu crois? Mais regarde, c'est gribouillis, n'importe comment, tu dépasses partout. » Alors que j'ai décidé plutôt bien. Tu dépasses partout, c'est n'importe quoi et tout. Puis il me dit « Tu sais, pour faire ce genre de choses, il faut avoir le bras long. Jamais tu pourras, jamais, parce que tout ça, c'est tous pourris, la presse, tout ça, ils sont tous complices. » Il me sort un truc qui était absolument énorme. Ma mère, quand même, par gentillesse, moi je ne voulais plus. Il n'était presque pas... Il n'était pas fini, il m'avait brisé. Ma mère, quand même, met le timbre, alors je pense que tous les enfants du quartier ont été invités, évidemment, mais je reçois la lettre et les deux invitations. Mon père était absolument suffoqué, et donc ils achètent une place supplémentaire, ma mère, mon père et moi, et là, ma mère, moi je suis au milieu, ça va commencer, il y a les réclames, les échos, comme on disait, et mon père fait, alors comme ça, mais comme ça, tu crois que c'est ton dessin qui fait qu'on est là? Je dis, bah oui, alors je vais t'expliquer quelque chose, mais... qu'est-ce que t'es con, mon fils, c'est pas possible. Alors voilà, pendant la guerre, le patron de cinéma a eu un problème. Je lui ai sauvé la vie, d'accord? Alors quand je lui ai dit que tu étais en train de t'acharner sur un dessin, je lui ai dit, attends, tu peux faire un geste quand même, non? Ben il l'a fait. C'est grâce à moi qu'on est là. C'est de la folie, peut-être. C'est que de la folie. Moi, je vois quelque chose d'une toxicité absolue qui fait plus mal qu'un coup. Qui fait tellement... Brusquement, j'ai regardé le film, je me souviens, j'avais les yeux embués tout le temps, parce que c'est grâce à papa que j'ai regardé ce film, et c'était pas grâce à moi. J'avais encore une fois perdu. Ça, je ne peux pas pardonner. Merci beaucoup. J'ai un peu plombé. Non, mais...
Est-ce que quelqu'un aimerait réagir ou poser une question pour ceux qui... Bien sûr. Moi, j'ai une question. Et votre frère, il est où dans tout ça? Alors, mon frère, d'abord, c'est lui et moi. C'est-à-dire que les personnages de mes livres, c'est nous deux, ensemble. Il ne voulait pas apparaître. D'ailleurs, profession du père, c'est pour Yves. C'est mon frère Yves. Et à Lyon, lorsque le film, il y a eu un film qui a été assassiné par le Covid, mais bon, le film avec Benoît Poulvord qui joue le rôle de mon père, il est génial. Bref, mais là, mon frère il a repris le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a été s'expliquer sur scène après, c'est-à-dire qu'il réaccepte de parler de tout ça. Le problème de mon frère, c'est que lui, c'était des vieilleries, il ne voulait pas qu'on parle de tout ça, il ne voulait pas qu'on entende parler de tout ça. Et donc il m'a dit, comme moi je suis parti à 16 ans, il m'a dit, moi je ne veux pas apparaître dans ton livre, mais j'aimerais bien que le petit garçon, l'enfant, ça soit toi et moi, ce qu'on a vécu tous les deux. Et tout ce qui est plus dur, dans la profession du père notamment, tout ce qui est le plus dur, tout ce que l'enfant vit de plus dur en adolescence, en fait c'est Yves qui l'a vécu. Parce que moi j'étais déjà parti. Donc, vous êtes l'aîné. 19 mois. Enfin, voilà, quand même, ça compte. Mais, et donc, il a offert à tous les romans le plus difficile de ce qu'on a vécu l'un et l'autre. Donc, il est là partout. Sachez une chose qui est importante. Moi, je n'écris pas pour détruire les familles. Je n'écris pas pour régler des comptes. Il n'y a aucun jugement. Ni dans Enfant de salaud, ni dans Mon traître. Je ne juge pas un traître. Je ne juge pas mon père. J'ai pas envie de... Je veux juste comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. À chaque fois, il les lit. Je lui fais lire le livre. Et je m'en excuse, je lis ça devant mon directeur commercial, devant Agnès qui travaille avec lui. Si mon frère disait je ne veux pas de ce livre, il ne serait pas publié. Voilà, donc c'est peut-être, je suis en train de dire un truc assez moche, on va dire, il ferait mieux qu'il ne lise plus le reste, si. Donc je veux qu'à un moment donné, ils le lisent et qu'ils disent d'accord, pas change ci, change ça, non, mais juste... Moi, est-ce que toi, Yves, mon frère, qui a 2 enfants, une femme, qui vit dans un petit village dans le Beaujolais, où nous étions hier pour présenter le film, est-ce que toi, ça t'embête de te retrouver adjoint au maire de Parti républicain, adjoint au maire de ce village, en disant, l'enfant de salaud, c'est toi. Et maintenant, il dit, eh ben non. Non seulement ça, mais à Lyon, lorsqu'il est monté sur scène, il a dit, ce film et ce livre, ça a été ma revanche. Et je trouve ça magnifique. Donc il est là, il est dans mon cœur, voilà, c'est mon frère et moi, mais il ne voulait pas... Et moi, ça m'arrangeait, parce que c'était plus compliqué de mettre en scène 2 enfants. Donc je voulais qu'il y ait un enfant seul qui prenne tout, même si il est fait de nous 2. Merci. Madame ? Je voulais vous demander, quel père êtes-vous? Écoutez, je crois que je suis un bon père. D'abord, j'ai une chance inouïe, j'ai 3 filles. Donc ça c'est bien, j'ai pas de garçon, parce que je ne sais pas ce que je sais pas, un garçon en culotte courte qui me dit quoi, je sais pas comment je réagirais, mais j'ai 3 filles, et je crois que ça se passe plutôt bien, même bien, je suis sûr que ça se passe bien, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis un père, je ne suis pas construit contre mon père, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas être l'inverse de mon père, parce que c'est juste pas possible. En revanche, on rit de mon père, c'est-à-dire que quand mes filles étaient petites dans la voiture, qu'on s'ennuyait, les retours le dimanche, et que ma fille disait « Papa, s'il te plaît, c'est long là le voyage », mais d'accord, imite ton père. Et là, j'ai hurlé « Bon, ça suffit maintenant !» et tout, et encore plus fort, papa. Quand on voit ça, quand j'entends ça, je me dis « Ouais, ça va ». Mais je ne veux pas penser que je ne suis construit que parce qu'il... contre la somme de ce qu'il n'était pas ou de ce qu'il était. Si c'est ça, c'est un échec absolu. Donc moi, en fait, je suis un père normal. C'est-à-dire que je suis un père normal, je suis un père aimant, je fais attention à tout. C'est-à-dire qu'une fois, ma grande, donc, qui avait 14 ans à l'époque, elle me dit « Oui, tu es agressif quand tu m'envoies des SMS. » Je dis « Comment ça, je suis agressif ?»« Oui, tu les termines par un point. » Alors, sachez-le, si vous avez des petits-enfants ou des enfants, quand on termine un SMS par un point, elle me dit « C'est comme quand tu claques une porte. » Et je dis « Mais avec quoi on termine un SMS ? Soit rien, parce que dire c'est ouvert, soit un cœur. Maintenant, mes SMS sont complètement ridicules. Maintenant, c'est « Vous allez bien, cœur à quelle heure on dîne, cœur ?» etc. Mais j'ai appris donc, tout d'un coup, que mais je m'adapte. C'est-à-dire que jamais je dirais « Mais comment ça, un point ?» Mais je dis « Mais, enfin, moi, je mets des points virgules dans mes SMS, mes accents circonflexes. »
Voilà. Et donc, j'essaye de comprendre, j'essaye de faire au mieux, mais je suis un père normal. Je suis... Et puis, c'est vrai que j'ai été obligé, moi, de réapprendre ce que c'est qu'aimer, ce que c'est que la lumière, ce que c'est que la vérité, ce que c'est... Je suis obligé d'apprendre aussi, parce que j'ai un problème avec le mensonge, du coup. J'ai quelque chose qui me terrorise. Je suis obligé d'accepter qu'une petite fille de 12 ans, bah, des fois, c'est un peu juste. Je suis obligé de... Je ne vais pas me dire, ça y est, c'est comme mon père. Non, il faut que je fasse attention, il faut que... Alors, j'ai beaucoup lu sur l'adolescence, tout ça. Mais non, je crois que je suis un papa plutôt bien. Oui, pardon. Je sais que l'époque n'était pas la même, mais comment est-ce que vos grands-parents, vous avez 4 grands-parents, j'imagine, n'ont pas du tout pu intervenir, sauf votre grand-père qui vous a dit à un moment donné... Voilà. Pardon. Votre mère était une martyre. Non, c'est-à-dire que si je dis une secte, c'est vraiment le mot secte. C'est-à-dire que mon père a interdit sa femme, ma mère, de revoir ses parents. Jamais. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que j'ai appris extrêmement tard ce qu'était un cousin, le mot cousin. Cousin germain, alors cousin né de germain, je ne sais pas ce que c'est. Nous, c'était la cellule familiale minimale, et on n'avait personne autour de nous. Et les seules personnes que l'on avait autour de nous, c'était mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle, qu'il appelait ma reine, parce que j'ai appris en lisant les rapports de police que ce n'était pas ma grand-mère et ça, mais je ne l'ai jamais su. Et dès que quelqu'un le démasquait, on ne le voyait plus. Donc ça pouvait être un ami. C'est ma maman qui travaillait en fait, c'est elle, toute seule. Elle a été au ministère de la Reconstruction, puis au ministère de la Construction, puis elle a pris sa retraite au moment où c'est devenu le ministère de l'Équipement et du Logement. Mais chaque fois qu'elle parlait d'une amie, d'une petite comme elle, une petite sténodactylo comme elle, ou qu'elle prenait le thé avec elle, etc., et que mon père passait, par exemple, mon père commençait à expliquer que bon, il faut que tu rentres parce que là, j'ai peur que les Russes attaquent. Et donc, dès que l'autre lui disait, mais les Russes ne vont pas attaquer, ah, vous êtes comme ça, ah, ces femmes, et c'était fini, c'est-à-dire qu'il lui interdisait de voir cette dame-là. Et très très vite, on était tous les 4 avec mon frère, mon père, ma mère, mon frère et moi, tous les 4. Il n'y a plus personne. Et le jour où mon grand-père a eu le malheur, j'ai eu le malheur de le répéter, jamais j'aurais dû le faire, mais où mon grand-père dit, ton père a choisi le mauvais côté, de ce jour-là, mon père a dit, tu n'y retournes plus jamais. J'aurais jamais dû faire ça, jamais dû faire ça. Déjà qu'ils étaient en froid, mais j'aurais jamais dû faire ça, je l'ai fait, et après c'était fini, ils n'étaient plus que 4. Plus que 4. Et ils m'ont interdit, donc je suis allé, mon grand-père, je ne l'ai plus jamais revu. Il est mort sans moi. Et ma grand-mère, j'allais la revoir quand j'étais plus âgé, en cachette. Je suis un adulte, j'allais voir ma grand-mère en cachette pour pas qu'il le sache. Donc, personne autour de nous n'a pu nous sauver, en fait, personne. Et le médecin de famille, quand même, ça c'est dans la légende de nos pères, le médecin de famille, ça faisait 25 ans qu'il le soignait. Donc, on prend la tension, le cœur, les yeux, etc. Et moi, quand il commençait à aller très très mal en 2013-2014, il disait, ta mère n'est pas ta mère. Il m'appelait en pleine nuit. Elle m'appelait aussi en pleine nuit. J'ai peur, sors, j'ai peur, il va me tuer, etc. Très 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 violente. Et un jour, donc j'appelle ma mère en disant, écoute, je pense qu'il commence à être dangereux. Yves, mon frère, qui vit à côté, va venir et il faut qu'on le fasse hospitaliser. Et là, ma mère, avec une voix blanche, me dit, ne quitte pas, je te passe quelqu'un. C'était le médecin qui était bien. Alors, d'accord, oui, j'ai tout entendu. Et puis, on connaît ces histoires d'enfants qui veulent capter les héritages. Première chose. Et moi, je lui dis, attendez, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Comment voulez-vous que je fasse interner un homme à qui le général de Gaulle avait demandé d'infiltrer la SS? Et là, tout de suite, je me dis, waouh, papa. Et ce médecin n'a rien vu tout le long. Et quand il a été interné, donc il arrive devant un aéropage de médecins, psychiatres, psychanalystes, etc., qui sont en face comme ça, ma mère et mon frère, et ils lui disent, ils disent à ma mère, ça lui a pris quand? Ma mère dit, quand quoi? Parce que là, il est arrêté, il a tout cassé à la maison, etc. Elle dit, mais quand quoi? Bah, ces crises. Mais quelle crise? Elle dit, bah, écoutez, il a eu un rhume là, mais... Et les médecins sont terrorisés parce qu'ils pensaient qu'il avait un caillot, qu'il y avait quelque chose qui appuyait, le cerveau, quelque chose, il n'y a rien. Et donc elle ne comprend même pas de quoi il parle. Et mon frère à ce moment-là se penche vers ma mère, lui dit, maman, je ne te demande pas
pardon. Elle lui dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et il se penche vers le médecin en disant, je vais vous raconter. Il raconte toute notre enfance. Et là, les médecins disent, ah d'accord, on a compris. Et quand on sort de l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils ont compris que ça faisait des années, tout le temps, il avait été comme ça. Et quand on sort de l'hôpital, ma mère dit deux choses. La première, elle se retourne vers nous en disant, mais je ne comprends pas, vous étiez malheureux quand vous étiez petit, première chose. Et la deuxième, c'est, et là, elle baisse la voix quand même. Tu savais que c'est un hôpital de fous ici. Voilà. Déni. Donc la violence de l'un, la folie de l'un, le déni de l'autre, et nous, au milieu, je suis asthmatique. Merci beaucoup, Sœur Chalandon. Merci pour cet échange. Pardon, Parler comme vous en parlez, oui. Est-ce une bonne thérapie? Non, c'est un bon partage. Je vais vous dire, je suis quelqu'un d'assez particulier. Je n'ai consulté personne. Si, j'ai consulté quelqu'un après les reportages de guerre, pas parce que je choque maintenant que l'on appelle trauma, post, etc., etc. Mais ce n'est pas une thérapie du tout. C'est-à-dire que je ne pense même pas à la thérapie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en mots, de mettre en lettres. Ce qui m'intéresse, c'est de partager, vraiment. Mais à aucun moment, je me dis, plus j'en parle et mieux je vais. Je ne vais pas mieux, en fait. C'est étrange. Après avoir écrit le livre, après vous parler, je crois même que c'est pire. Je mets de plus en plus... Je suis désolé. Je mets de plus en plus de temps à m'en remettre parce que tout ressort, tout revient, tout bouillonne. C'est d'une violence extrême. Mais en même temps, je sais qu'il faut. Je sais qu'il faut ça. Je sais que si je garde tout, ça va être absolument impossible. Donc, je ne fais pas ça pour qu'on plaigne, etc. C'est juste que je crois que c'est un moyen de partager. Moi, quand je suis sur un salon du livre avec ce livre-là, on ne vient pas me plaindre, on vient me dire, les gens viennent me dire que leur père était comme ça, leur mère était comme ça, etc. Il y a un partage qui est magnifique. Je parle très peu de mon livre sur les salons. C'est-à-dire que les gens me parlent d'eux. Ma femme et moi, nous avons eu un cancer ensemble. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une joie féroce, sur le cancer, enfin, sur 4 copines qui, parce qu'elles ont un cancer, et quand vous avez un cancer, ça ne vous arrivera pas, mais en tout cas, les banques ne prêtent plus d'argent, plus jamais, pendant 5 ans, et 10 ans même. Et donc, ces 4 copines qui ont un cancer, et qui leur faut de l'argent, donc elles vont braquer une grande bijouterie de la place Vendôme. C'est un livre un peu léger sur le cancer, si c'est possible. Les femmes qui sont venues voir, beaucoup de femmes, sur les salons du livre, elles ne parlaient pas de mon cancer, elles me parlaient du leur. Et c'est ça, pour moi, ça c'est extrêmement important. Lorsque je me demande, mais pourquoi j'ai écrit ce livre sur le cancer? Pourquoi je l'ai écrit? Pourquoi je m'appelle Jeanne dans ce livre? Pourquoi je suis une femme? Et à quoi ça sert? Et que j'ai une femme qui vient me voir, une très belle femme, j'ai encore son visage devant moi, une grande femme, très élégante, avec une longue chevelure comme ça, très longue, et qui me dit, je tenais à vous remercier, monsieur, et qu'il l'enlève et qui ressort du salon avec la perruque à la main, fière. Ça sert à ça. C'est pour ça que je l'ai écrit. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de mots. Merci à vous.